Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau séminaire de la Commission d'intelligence artificielle des Hospices civils de Lyon. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Gau, qui est chef de clinique, c'est ça Christophe, en pédopsychiatrie à l'HFME. Et donc comme d'habitude, on va laisser un tout petit peu de temps aux spectateurs pour nous rejoindre. On commencera dans 2 ou 3 minutes. Et Christophe nous parlera aujourd'hui du coup de la formation des médecins aux questions d'IA. Donc peut-être il parlera de ces conférences, de la CIA, j'en sais rien, on verra. Oui. Et j'ai un peu élargi, je vais représenter, mais c'est vrai que j'ai élargi de médecin à professionnel de santé. En fait, c'est un premier titre qui était trop restrictif, mais ça s'applique vraiment à tout professionnel de santé. T'as bien raison. Ouais. Mais, oui. Et j'ai aussi enlevé jeune médecin parce que l'idée était de dire que c'était les médecins en formation, mais un médecin en formation ou un professionnel de santé en formation n'est pas nécessairement jeune. Il y avait jeune dans le titre, alors ça dépend ce qu'on appelle jeune, si c'est au-dessus ou en dessous de 60 ans. Ça dépend de ton âge, je crois. Bah oui. Plus tu vieillis, plus la jeunesse va loin. Bon. Donc, si vous avez des questions à poser à Christophe, vous pouvez utiliser le chat et j'essaierai d'être votre relais donc, pour ces questions. Olivier Gadret, qui est le grand organisateur de tout ça, a mis une petite entame dans le chat pour que vous puissiez reconnaître où poser vos questions. Et voilà, tout va bien se passer. Ok. Ah. Bon, vous m'entendez? Ça a frisé. J'ai entendu, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Jobert. Voilà, je suis relié. La connexion n'était pas super. Ok. Écoutez, on va commencer du coup cette conférence. Christophe Gau, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui de ton travail sur les enjeux un peu logiques et formation des professionnels de santé à l'intelligence artificielle. Donc, je veux juste te présenter rapidement pour dire que tu es pédopsychiatre, chef de clinique à l'HFME. On a tous les deux l'occasion de travailler dans un groupe avec d'autres intervenants de ces séminaires de la CIA, notamment Élodie Giroux, dans des séances de travail très, très chouettes. Et donc, je vais te laisser la parole. Je vous rappelle que vous avez accès au chat pour poser vos questions. Et merci beaucoup, Christophe. On t'écoute. Eh ben, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est en train d'arriver, je pense. Voilà. Et est-ce qu'il est bien en grand? C'est bon? C'est parfait. Ok. Bon, donc vraiment merci beaucoup pour cette invitation à la CIA. Je suis vraiment ravi et honoré. Et voilà. Donc moi, je suis pédopsychiatre à l'HFME et donc cette présentation, elle est issue à la fois d'un travail que j'ai pu effectuer finalement en tant qu'étudiant en sciences computationnelles, que j'ai pu faire. Enfin, j'ai fait un master autour de toutes ces questions en sciences computationnelles dont fait partie l'IA. Et en même temps, comme disait Pierre Jobert, je suis en thèse avec le professeur Élodie Giroux, qui est le philosophe de la médecine. Donc voilà, donc dans cette présentation, j'ai essayé de mettre un petit peu des connaissances finalement très appliquées des techniques d'IA, et puis de certains concepts en fait qu'on retrouve en philosophie de la médecine.
Et c'est une présentation qui est axée plus autour de la pédagogie, donc plus là en termes de, finalement, non pas de clinicien, mais aussi on va dire, jeune enseignant en tant que CCA. J'ai un peu changé mon titre, hein, donc pour passer du cadre conceptuel pour la formation des professionnels de santé, parce que ça ne s'applique pas que aux médecins, et encore moins aux jeunes médecins, et autour des enjeux de l'IA. Alors première présentation, c'est la diapositive pas évidente parce que, finalement définir l'intelligence artificielle, déjà c'est pas évident en soi et puis ça signe aussi, presque à un conflit d'intérêts conceptuel. C'est-à-dire que ça signe aussi notre perspective, notre manière de voir l'IA. On va dire qu'un mathématicien définirait l'IA comme un ensemble d'équations mathématiques et puis là je vais la définir d'une certaine manière qui va en fait bien soutenir la présentation à suivre et notamment comme une discipline scientifique. Et son objectif, c'est de reproduire des fonctions de l'intelligence humaine. Elle est basée sur théorie, méthode, des modèles, donc algorithmes statistiques comme les réseaux de neurones dont on va parler par la suite. Et on pourrait dire qu'elle est axée autour de 3 axes, hein, qui sont 3 axes assez répandus en philosophie des sciences. On réfléchit souvent en termes de théorie, de modèles et de données. On oppose les 3 et on voit que les 3 sont en interaction. On a donc des hypothèses théoriques, a priori, pour décrire un algorithme, répondre à une certaine question clinique dans le domaine de la santé. Des données qui sont entraînées, notamment autour du modèle, et puis le modèle, il est ensuite exploité, des connaissances qui sont structurées pour, par exemple, l'appliquer ou le généraliser à différentes utilisations. Une définition plus restreinte de l'IA, c'est de dire que c'est du machine learning, donc de l'apprentissage automatique, dont le deep learning, l'apprentissage profond avec les réseaux de neurones. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi d'autres disciplines scientifiques, d'autres disciplines adjacentes. Donc là, dans ce cercle, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'IA. On voit que c'est le machine learning qui sont les algorithmes en eux-mêmes, mais on pourrait dire que la robotique, c'est pas directement de l'apprentissage et fait partie de cette discipline scientifique. Et puis, un chercheur en sciences humaines, en éthique, hein, on pourrait dire qu'il fait de la recherche en IA, puisqu'il réfléchit avec sa perspective sur ce domaine. Donc, bon, ça, je ne vais pas le représenter, hein, mais c'est vraiment un domaine en plein essor, avec une multiplication très importante des publications qui sont le reflet de l'intérêt des chercheurs, avec plus de 50 000 résultats dans PubMed, une base de données médicale. Et puis, bah, ça pose certains défis. Donc ça, c'est certains défis dont je vais parler aujourd'hui, des défis qui sont d'abord interdisciplinaires, puisque ça convoque différentes disciplines qui vont de l'informatique à la pratique clinique, en passant par cette médecine computationnelle, hein, qui est la même racine que computer, c'est-à-dire vraiment de mathématiser, mais en fait aussi simplement d'essayer d'opérationnaliser les éléments de la médecine en les structurant, par exemple dans des équations. Et puis un autre défi qui est plus méthodologique, c'est que pour discuter de l'IA, il faut l'aborder selon des abords pédagogiques, c'est surtout ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis technique, il faut comprendre ne serait-ce que le code ou voir les mathématiques, et puis des abords éthiques et épistémologiques qui sont nécessaires. Et ça a déjà été mis en place, hein, ces approches qui mêlent différentes disciplines en intégrant différentes méthodes, et notamment autour de programmes entre IA et médecine qui sont développés dans différents instituts ou écoles, à Harvard ou MIT, et de plus en plus en France. On voit qu'il y a vraiment une structuration autour des doubles cursus, médecine-ingénieur, et aussi de la discussion entre professionnels de santé et spécialistes vraiment plus fondamentaux de l'IA. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour replacer l'IA dans son contexte, une question qui m'a intéressé, c'est quand on dit changement de paradigme. Là, vraiment, c'est vraiment sur le terme de paradigme. À chaque fois, ça peut être assez choquant, ce terme, parce que il est utilisé par Kuhn. Aujourd'hui, il est dans le langage courant, donc on peut comprendre que dans le langage courant, on se comprend très bien quand on dit changement de paradigme. Et en même temps, quand on utilise cette expression, on se réfère à un concept de philosophie des sciences qui est très bien défini, où à partir d'une science normale, on a une dérive des modèles de ce courant, donc de ce paradigme, et puis qui a une telle dérive qu'il est en contradiction avec les données, la réalité, et il y a une crise des modèles, une révolution, et il faut vraiment qu'il y ait un changement, un remplacement de ce paradigme pour que le premier s'efface. Et en fait, ce qu'on appelle un paradigme, c'est pas, c'est en fait au moins 6 éléments. C'est des concepts, c'est une certaine manière de voir le monde, une ontologie, une métaphysique, c'est des outils, c'est des standards normés, donc certaines normes qui sont des fois très implicites entre chercheurs, qu'est-ce qu'on peut dire dans je sais pas, la pratique clinique, qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans un environnement donné ou un laboratoire de recherche. Ce sont des objectifs différents, et puis les exemplaires, alors Kuhn parle vraiment d'exemples exemplaires, hein, il dit que les exemples qu'il donne sont en fait finalement les paradigmes des derniers siècles.
Et donc, il y a eu très peu de paradigmes. Et donc, assez clairement, pas de changement de paradigme avec l'IA par rapport aux statistiques. Ou dit autrement, les statistiques ont eh bien, continué leur évolution historique et technique pour donner ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. On le voit sur la frise en bas, sans détailler toute l'histoire des statistiques. On part des corrélations de Pearson ou du Ki-2 avant 1900, et puis de manière très, très logique, très fluide, on aboutit sur les développements de l'IA. Donc finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'il y a un changement de paradigme, il s'est fait autour du battage médiatique, du côté hype des statistiques qui sont devenues de l'IA. Là, à la limite, il y a un changement de paradigme. Avant, c'était pas très hype de parler des statistiques à la télé. Aujourd'hui, ça l'est de parler de l'IA. Et ce que je vais aussi avancer aujourd'hui, c'est que finalement, il pourrait y avoir un changement de paradigme dans la pédagogie. Et ça, c'est quand même plus important parce que, en tout cas d'un point de vue scientifique, et de l'enseignement, le clinicien, en 2022, il pourrait vivre à côté des statistiques sans trop les voir. C'est-à-dire que finalement, on ne rentre pas dans le vif du sujet dans le vif du sujet des statistiques lorsqu'on fait de la recherche très clinique, ou en tout cas lorsqu'on utilise une manière de raisonner abductive avec finalement un modèle bayésien que tout clinicien a en tête quand il voit un patient, quand il intègre de nouvelles données. Donc il n'y a pas vraiment d'explicitation nécessaire des statistiques dans la pratique clinique quotidienne, et en même temps, les cliniciens, ils pourront plus vivre à côté de l'IA sans l'expliciter. C'est-à-dire que l'IA, pour le coup, est très visible. On le voit aujourd'hui quand, je ne vais pas donner des exemples que je ne connais pas, dans différents domaines de radiologie, d'hématologie, où lorsque l'IA arrive, il y a vraiment un changement de technologie, et elle est beaucoup plus visible que des statistiques qui étaient intégrées aux objets déjà existants. Et en tout cas, ce que ça fait ressortir, c'est qu'il y a des questions cliniciens, une anxiété, des confusions, des attentes autour de ça. Et notamment, on pourrait en citer une, c'est est-ce que finalement le clinicien il devrait apprendre sciences des données, biostatistique, programmation informatique, mathématiques, etc. Et autre question, peut-être un peu plus réaliste, est-ce qu'il devrait développer un esprit critique, se former à l'éthique pour mieux comprendre cette IA qui est en train d'intégrer la pratique clinique? Je ne vais pas y répondre, mais par contre, une constatation à partir de ça, c'est que toutes ces questions et ces représentations qu'a le clinicien sur l'IA, eh ben, en fait, c'est les mêmes questions et représentations qu'a la population générale. Et ça peut poser problème, puisque si le clinicien n'est pas formé particulièrement à l'IA en santé, il va y avoir des représentations, je vais en citer 2 exemples, et des mythes qui peuvent être délétères, non seulement pour le clinicien lui-même, mais aussi pour le soin et le patient. Donc il y a des enjeux pédagogiques qui sont assez importants pour que finalement mythes et représentations sociales sur l'IA, qui est donc très visible dans la pratique clinique, elle soit reconstruite ou reconfigurée d'un point de vue en termes pédagogiques pour le clinicien. Alors 2 exemples de ces représentations sociales autour de l'IA par le clinicien, ce sont finalement toutes les désillusions alors qu'on partait d'un phénomène très hype, très battage médiatique. Donc on voit bien ce cycle hype, c'est-à-dire qu'il y a il y a une mode de l'IA, on pourrait dire, qui est le cas pour beaucoup de technologies et biotechnologies, beaucoup de promesses autour de l'IA qui ne sont pas toutes tenues. Et finalement, il y a des désillusions parce que lorsqu'on regarde vraiment ce que peut faire l'IA, on peut s'interroger sur quelques questions que j'ai listées. Est-ce que l'IA, elle crée vraiment qualité et valeur pour les patients? Questions à chaque fois qui resteront toutes ouvertes. Est-ce qu'on va trouver une validation stricte de l'innocuité, de l'efficacité de l'IA pour les patients, comme on l'a fait pour les médicaments? Est-ce qu'il y a des dommages involontaires qu'on a plus ou moins repérés? Comment on va gérer vraiment l'IA en termes de généralisabilité, c'est-à-dire si on utilise 2 ensembles de données différents, de transfert entre hôpitaux, de mise en œuvre écologique, si on ne peut pas prendre tous les petits facteurs souvent implicites que prend en compte le clinicien dans sa pratique? Et puis, comment on va définir des patients cibles, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ça nous fait revoir. Connaître l'IA fait revoir aux cliniciens ses attentes. Et donc, on peut citer quelques promesses réalistes, j'en ai mis que quelques-unes au hasard. On pourrait dire que l'IA, elle est assez utile sans être hype en termes de surveillance continue d'un patient sur, je sais pas, un respirateur, réduction de la fatigue des soignants, d'erreurs d'inattention, de divergence de jugement, donc sur la fiabilité, sur la recherche de biomarqueurs ou la sécurité informatique, par exemple. Donc on voit qu'il faut revoir les attentes du clinicien, et le fait de pouvoir revoir ces attentes, ça nécessite quand même une formation, ou en tout cas d'être confronté à l'IA. Mais l'enjeu de la pédagogie est de confronter les cliniciens à l'IA avant qu'ils soient confrontés, de les confronter, on va dire, d'un point de vue de l'enseignement, avant qu'ils soient confrontés à l'IA en pratique clinique. Voilà, donc il y a encore là vraiment un enjeu pédagogique
de prévenir les désillusions en accentuant la pédagogie de l'IA pour les cliniciens. Alors deuxième exemple, il y a des mythes en population générale autour de l'IA, et comme je disais, une des propositions que je fais aujourd'hui, c'est que ces mythes ils sont véhiculés par les cliniciens de la même manière que le fait la population générale. Quelques mythes, hein, j'en cite vraiment que quelques-uns pour qu'on ait une idée de ce qui peut se dire. Parce que des fois, finalement, quand on est trop spécialiste en IA aussi, on oublie ce que connaissent, ce qui est véhiculé dans les représentations sociales. Une IA qui serait objective, alors qu'on peut très bien concevoir un système uniquement fait de préjugés, hein. Là, on commence à le voir avec OpenAI qui vient de sortir il y a quelques jours son chatbot. C'est passionnant et on voit qu'il y a déjà beaucoup d'imperfections et de préjugés qui sont véhiculés. Il y a des exemples très marquants là, qui sont sortis ces derniers jours. Algorithme d'IA qui serait facile à réutiliser, hein. Une fois qu'un modèle est fait, on pourrait le transférer dans n'importe quel domaine et sur n'importe quel jeu de données. Encore un mythe. Il faudrait des grandes quantités de données pour faire de l'IA, alors que finalement, il faut un modèle globalement, hein, il faut développer des modèles assez spécifiques à certaines données pour que ça soit vraiment optimisé. Alors, point intéressant, ça, il y a une étude récente, il doit y en avoir d'autres, c'est que ceux qui disent utiliser l'IA dans les entreprises utilisent vraiment l'IA. On voit que moins de la moitié des entreprises utilisent vraiment ce qu'on appelle l'IA au sens restreint du terme, parmi 2000 startups dans 13 pays. Point un petit peu similaire, les prospectivistes de l'IA, donc c'est ceux qu'on voit dans les médias, à la télé, seraient des spécialistes de l'IA. Donc ça, je ne dis pas que c'est une loi absolue, mais finalement, ce n'est pas les plus grands spécialistes de l'IA qu'on voit à la télé. Donc il y a tout un message qui est véhiculé qui n'est pas exactement celui de la réalité. Autre mythe aussi autour d'une IA supérieure qui serait dans la continuité d'une IA générale, c'est-à-dire gérant plusieurs fonctions, elle-même dans la continuité d'une IA restreinte, gérant une seule fonction, parce qu'il y a cette idée de la loi de Moore, hein, d'une évolution exponentielle des technologies, alors que, en fait, il y a plusieurs démonstrations selon lesquelles l'IA ne suit pas la loi de Moore, notamment parce que, au fur et à mesure de la compréhension du cerveau, il y a une compréhension de l'IA qui se fait, mais la compréhension du cerveau évolue. Donc la loi de Moore n'est vraiment pas exponentielle de la même manière. Et puis des fonctions cognitives avancées qui sont loin d'être atteintes, et puis une exploitation de cette technologie qui va bien, qui est vraiment de l'ordre du fantasme, remplaçant les emplois, etc. Donc en fait, de cette introduction, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diversité de questions qui est soulevée par l'IA en santé, et donc ça va poser des enjeux pédagogiques pour le clinicien. On l'a vu, il y a différentes disciplines scientifiques qui sont convoquées. Il y a différentes technologies qui sont certes dans la continuité des statistiques, mais avec leurs particularités. Il y a des promesses qui sont nécessaires à la dynamique scientifique, hein, en termes il faut que celui qui fait la promesse d'une technologie future soit crédible et légitime, et en même temps, toutes ces promesses ne sont pas tenues et c'est connu. Et puis, il y a des représentations sociales et des questions donc, qui ouvrent sur les sciences humaines et l'éthique. Donc voilà, ça c'est vraiment les enjeux pédagogiques qu'il va falloir aborder si on veut développer, par exemple, un programme autour de l'intelligence artificielle en santé. Et c'est ce que je viens de citer, c'est finalement qu'il y a quand même un problème dans cette pédagogie, parce qu'un problème, ou en tout cas un défi, c'est que c'est un domaine transversal pluridisciplinaire, avec déjà de nombreuses ressources pédagogiques. Et ça, on va le voir, c'est un point important. C'est-à-dire que si on imagine qu'on veut créer un programme pédagogique autour de l'IA, on va se retrouver devant une multitude de ressources qui fait qu'on peut aussi se perdre. Et là, l'idée que je vais vous présenter après, c'est d'essayer de structurer un petit peu ça. Et ce qui est d'autant plus complexe, c'est que finalement, il y a une volatilité et instabilité des concepts. En deux mots, c'est juste que ce qui est dit sur l'IA aujourd'hui ne sera plus vrai dans 2 ans, ou en tout cas pour un grand nombre de concepts. Voilà, il y a une instabilité qui est assez perturbante quand on veut monter un programme. Alors, solution suggérée, c'est ce que je vais présenter là dans les quelques diapositives suivantes, ça serait de proposer des principes pédagogiques de base pour développer une pédagogie autour de l'IA, et donc un cadre théorique, méthodologique qui structure interface IA et santé. Et ce cadre théorique, il serait développé autour de compétences conceptuelles qui pourraient être intégrées au programme éducatif en cours de développement. Donc je vais vraiment définir ce que c'est les compétences conceptuelles, et puis je vais les lister, hein, il y en a 4, enfin j'en ai identifié 4, et donc on va pouvoir en discuter par la suite. Alors, pour tenter de donner une définition de ce que c'est une compétence conceptuelle, ça paraît assez logique comme ça, hein, c'est une compétence autour de concepts, mais on pourrait dire que c'est une capacité
qu'aurait donc un étudiant, un médecin, un clinicien, un chercheur, qui est transformatrice sur son environnement, qui peut être enseignée, qui peut lui permettre de comprendre les hypothèses des cliniciens, chercheurs, patients de la société, comprendre les influences de ces hypothèses sur les soins cliniques, quels qu'ils soient, et donc avoir plusieurs conséquences, on l'espère positives, sur idées reçues implicites sur l'IA, mauvaises inférences, etc., tout ce qu'on a présenté précédemment. J'en donne qu'un exemple, mais en fait, je vais développer les 4 grandes compétences conceptuelles par la suite, ça sera vraiment plus clair sur ce que c'est. On pourrait dire que c'est savoir se poser des questions sur sa propre pratique. Donc on voit qu'une compétence conceptuelle, le fait de manier un concept, c'est par exemple avoir une réflexivité sur ce qu'on est en train de faire. C'est avoir un esprit critique sur la pratique qu'on a. Et donc voilà, c'est savoir manier des concepts, notamment savoir en discuter. Le rôle des compétences conceptuelles, c'est d'offrir un cadre de travail qui serait généralisable. Donc l'idée est d'avoir un cadre pédagogique qui serait généralisable justement à par exemple, plusieurs programmes éducatifs, hein, que ce soit un DU, un MOOC, un master en IA. Il y aurait des principes qui seraient assez stables pour voilà, construire un programme éducatif structuré, intégrant différents niveaux d'acquisition de compétences. Ça a été largement développé en pédagogie, comme on va le voir. Alors, la question enfin, c'est pas une question, c'est une hypothèse que je fais. Ça serait que pour développer des compétences conceptuelles à l'interface de l'IA et la santé, pour le clinicien, il va falloir enseigner l'IA aux étudiants en santé de la même manière qu'on enseigne le raisonnement clinique. Donc, enseigner l'IA aux étudiants en santé nécessite que les élèves apprennent le raisonnement de l'IA comme ils apprennent le raisonnement clinique. Donc, en fait, c'est une hypothèse pédagogique, c'est-à-dire dire les étudiants en santé sont déjà formatés, ont déjà un support de base pour apprendre qui est autour du raisonnement clinique. Il y a toute une littérature sur le raisonnement clinique, on va le voir. L'idée est de réutiliser ça en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas structurer l'apprentissage de l'IA autour de ces mêmes principes. Alors, cette littérature, elle est extrêmement large. Là, il y a un New England qui est sorti il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, qui vient d'être réédité tellement il est vraiment excellent. Voilà, sur les principes éducationnels pour promouvoir le raisonnement clinique. Donc toute cette littérature sur comment raisonne le clinicien, comment le clinicien prend des décisions, comment le clinicien pense. Alors, on a fait pareil un article sur les comparaisons entre le raisonnement du clinicien et le raisonnement de l'IA. On est vraiment dans le vif du sujet. Pour mon domaine, comment le psychiatre pense, qui est un peu particulier, il y a même un livre autour de ça. Donc l'idée est de dire que voilà, il y a toute une pédagogie médicale et qui permettrait d'aider à développer la pédagogie en IA. Un peu plus précisément, on voit à gauche finalement les étapes du raisonnement du clinicien. Donc il faut se dire que le clinicien, face à son patient, il va recueillir, par exemple, certains symptômes, certains préjudices, marqueurs de risque, facteurs de risque. Il va les labelliser, il va mettre un mot dessus, il va choisir les plus centrales, les plus importantes, il va créer des heuristiques dans sa tête, donc comme les branches d'un arbre, il va prendre telle ou telle voie pour aller vers tel ou tel objectif, il va montrer les interactions entre ces variables. Et tout ça, donc là c'est dans le deuxième ensemble, toujours sur le schéma de gauche, tout ça, ça va être conditionné par un bagage théorique. En fonction du modèle, en fonction de l'apprentissage du clinicien, en fonction aussi de son propre cursus, il va avoir un raisonnement clinique différent. Ces modèles internes, on pourrait dire que c'est un modèle interne, c'est-à-dire que le clinicien a une certaine manière de raisonner avec une structuration des données qui est particulière. Et donc ce modèle interne, il s'est structuré au fil des années d'études. On voit bien que le CN, c'est un excellent entraînement de ce modèle. On entraîne le modèle, on le corrige sur des données factices, des cas cliniques. Et puis le jeune interne et l'interne, finalement, va ensuite utiliser ce modèle préformé, toujours supervisé, mais de manière extérieure, sur des patients, et puis jusqu'à ce que le clinicien évolue comme ça dans le développement de son propre modèle. Et puis il y a des facteurs extérieurs sur le modèle, un petit peu comme alors notamment, par exemple, le salaire du clinicien, le temps qu'il a, les pressions institutionnelles, enfin on pourrait en citer des centaines. Et donc, si on compare ce raisonnement clinique au raisonnement de l'IA, alors le schéma est un petit peu plus complexe à droite, mais en fait, on voit qu'il y a raisonnement clinique, raisonnement de l'IA qui est similaire, et on introduit au milieu aussi le raisonnement de l'ingénieur informaticien. Et là, c'est intéressant, c'est que le raisonnement de l'IA dépend aussi du raisonnement de l'ingénieur informaticien. Il y a un niveau de complexité en plus, mais finalement, peu importe pour la pédagogie. Voilà, donc l'idée est de se baser en fait sur tout ce qui a été développé en pédagogie médicale pour le réutiliser dans la pédagogie de l'IA.
Et on voit que tout ce raisonnement clinique, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, il se base sur les 4 compétences conceptuelles, sur des compétences conceptuelles, et on en listerait 4. Il s'agit, pour apprendre à avoir ce modèle, pour développer ce modèle interne, cette manière de raisonner du clinicien, pour être un bon clinicien, entre guillemets, il faut une pédagogie basée sur 4 compétences conceptuelles. Savoir poser les bonnes questions, parce que ça permet d'avoir les bonnes réponses. Connaître les bons concepts et les bons outils utiles en pratique clinique, des outils qui sont conceptuels. Je vais en lister quelques-uns. Hein. Savoir discuter et débattre de ces notions et rester humble. Donc ça, c'est vraiment les 4 compétences conceptuelles qui sont utilisées en pratique médicale pour que le jeune professionnel de santé devienne guéri. Et donc là, l'idée, la proposition dans cette présentation, hein, c'est de dire que ces 4 propositions du raisonnement clinique, on les applique à l'IA. Pour développer un programme d'IA, il faudrait apprendre à l'étudiant à poser les bonnes questions sur les concepts de l'IA, à utiliser les bons concepts utiles en IA, à savoir discuter de l'IA et à rester humble aussi sur les résultats qu'il peut fournir. Donc en fait, compétences conceptuelles développées autour de ces 4 points, c'est fournir aux étudiants une capacité à se poser les bonnes questions, à utiliser les bons outils conceptuels pour les résoudre, et puis à savoir en discuter tout en restant humble. Voilà, donc elles sont listées ici, questions, outils, discours, humilité conceptuelle. Elles sont détaillées successivement dans un programme d'enseignement de l'IA, et elles permettent de structurer un programme en cours de constitution. Et chacune doit intégrer compétences théoriques, donc autour de cours théoriques, de connaissances, et pratiques. Voilà, donc là, on voit, en fait, si on veut relier ça à la pédagogie médicale, hein, pour ceux qui connaissent les grands schémas de pédagogie médicale, on a par exemple la taxonomie de Bloom, en plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau de la connaissance, très théorique, de la compréhension, puis de l'application de ce qu'on a appris et compris. Et puis là, on est sur le 4e niveau, sur un niveau d'analyse. Ça permet à l'étudiant de savoir comparer et expliquer ce qu'il a appris et compris, et ça lui permet aussi d'évaluer, c'est-à-dire de prioriser et justifier. Donc, 4 compétences conceptuelles qui s'intègrent dans la taxonomie de Bloom au niveau supérieur. Sur d'autres modèles pédagogiques, on est sur... voilà, ça rassemble au moins application, entrée d'intégration, apprentissage, immersion, manipulation en fonction des schémas pédagogiques. Alors, si je détaille ces 4 compétences conceptuelles, on a dans un premier temps les questions conceptuelles. Et donc, raisonnement clinique, il s'acquiert en posant les bonnes questions. Raisonnement en IA, il s'acquérait de la même manière. Donc, par exemple, des questions qu'on pourrait développer, des questions conceptuelles qu'on pourrait développer dans un programme pédagogique, ça serait des questions comme quelles sont les similitudes entre intelligence humaine et artificielle? Bon, question très bateau, mais finalement qui a son importance quand on essaie d'y répondre, même si c'est sans doute insondable. Donc, une question méthodologique. Des questions plus épistémologiques. En quoi l'IA est différente des statistiques, qui nécessitent de creuser les concepts utilisés dans ce ou ces champs. Pourquoi on ne laisserait pas l'IA opaque? Une question plus éthique. Ou quelles sont les représentations sociales autour de l'IA? Une question sociologique. Donc face à ces questions, l'idée est d'avoir des réponses. Alors 3 exemples de réponses hein, qui sont amenées par cette compétence conceptuelle. Identifier la bonne technologie dans un contexte particulier, savoir interpréter, comprendre les résultats, ou expliquer les résultats aux patients, aux autres professionnels de santé. Voilà, ça c'est le premier enjeu, savoir faire poser à l'étudiant des questions autour des concepts de l'IA. Deuxième grande compétence conceptuelle à acquérir, les outils conceptuels. Alors là, c'est finalement très pratique, et je ne peux pas tous les détailler, c'est tout ce qu'on retrouve sur justement les nombreuses ressources, les cours, les plateformes qui détaillent la manière de manipuler, de créer, de faire de l'IA. Alors on voit qu'il y a diverses branches en IA, hein, je ne détaille pas toutes, divers termes qu'il va falloir expliciter. Qu'est-ce que c'est une représentation? Quelle est la différence entre computationnel et computationnalisme? Qu'est-ce qu'une inférence? Qu'est-ce que le sens commun? Au sens commun et en IA, qu'est-ce que la planification, les heuristiques, l'opacité, l'IA explicable, les données, etc. Différentes méthodes et différents domaines d'application. Donc on le voit sur ces schémas, on a les domaines d'application en ordonnée et puis les méthodes en abscisse. Donc les outils conceptuels, finalement, c'est ça, c'est le contenu du programme pédagogique en lui-même. Et souvent, c'est un peu tout ce qu'il y a dans un programme pédagogique. Enfin, en tout cas, du peu que j'en ai rencontré, hein, quand on a une vision superficielle des programmes existants, on a ces outils qui sont appliqués les uns après les autres. Et finalement, ce que je propose ici, c'est d'avoir un cadre un peu plus complet, notamment d'avoir un discours conceptuel. Et là, c'est savoir discuter des concepts qu'on a appris. Donc ça marche, on l'a compris, hein, pour le raisonnement clinique, pour l'IA. Je ne l'ai pas dit, mais ça marche à mon avis pour beaucoup d'autres domaines.
Question conceptuelle, ça veut dire que ça passe par l'interaction entre apprenants, et c'est l'utilisation des questions et l'application des outils conceptuels pour finalement développer une compétence réflexive de métacognition, de retour sur soi-même, sur questions et outils qui ont été présentés dans un programme pédagogique. Donc par exemple, on va demander à l'étudiant d'expliquer ce que c'est un réseau de neurones, de discuter la notion de singularité, quand, entre guillemets, l'IA passe au-delà des compétences humaines, de déconstruire les préjugés sur l'IA, donc ça veut dire les identifier, de comprendre les limites éthiques de l'IA. Donc on a là, autour du discours conceptuel, quelque chose qui se travaille donc beaucoup plus dans l'interaction, par exemple en travaux dirigés, etc. Et ce qui amène au 4e point, c'est qu'une fois qu'on a proposé ces 3 grandes compétences conceptuelles, il y a une humilité à garder. Ça marche pour tout domaine. Tout étudiant en médecine s'aperçoit assez rapidement qu'il ne sait pas tout, qu'il y a des limites qui ne dépendent pas que de lui, mais aussi de la personne qu'il a face à lui. Et cette humilité, elle dépend à la fois d'une posture et d'une éthique, plus ou moins formelle. Une posture, c'est qu'il va falloir accepter qu'en IA, comme en clinique d'ailleurs, il y a des frontières floues, des concepts épais. C'est-à-dire qu'un concept comme un diagnostic, par exemple, ça peut être défini de différentes manières selon différentes perspectives. Il y a une imprécision, donc en philosophie des sciences, il y a tout un courant qui s'intéresse à la vagueness, à l'imprécision des choses, des concepts. Et puis des perspectives prototypiques, les choses ne sont pas délimitées avec des frontières nettes, mais il y a des aires de famille entre concepts en clinique comme en IA, et puis une complexité inhérente à l'IA qui est sans doute insondable. Et donc on voit que finalement la pédagogie en IA, elle doit aussi structurer l'incertitude. Et ça c'est un point important qui à mon avis est peu développé. Pourtant il existe une littérature sur l'incertitude en médecine qui est elle-même développée. Et à côté de ça, on a aussi une éthique qui est autour de l'IA, une éthique qui se base autour des 4 principes de Beauchamp et Childress, autonomie, normalfaisance, bienfaisance, justice, qui sont présents en pratique clinique. Et puis Floridia, en 2018, proposait un 5e principe d'explicabilité, qui se base sur deux domaines. En termes d'intelligibilité, il faut comprendre le fonctionnement de l'algorithme, et en termes de responsabilité, quelle est la responsabilité humaine de l'algorithme selon un principe de garantie humaine. Ça, c'est David Gruson qui le proposait. Et donc, cette éthique de l'IA, elle est largement développée dans énormément de recommandations, de guidelines. Ça, je ne vais pas toutes les citer. Voilà, donc pour résumer, 4 compétences conceptuelles qui sont proposées ici, et les questions, les outils, le discours et une humilité conceptuelle qui permettent de soutenir le développement d'un programme autour de l'IA et de la santé. Et en fait, c'est mon dernier point, c'est que en fait, le déploiement de ces compétences conceptuelles, il ne se fait pas qu'au niveau clinique, mais il se fait à d'autres niveaux, un petit peu plus larges. Donc au niveau clinique, c'est connaître les bonnes pratiques, donc c'est autour de ces compétences, pour utiliser, évaluer, critiquer, interpréter l'IA. Mais en fait, ça se fait aussi au niveau académique. Et là, c'est là où on est en plein cœur de ça. La CIA propose justement de pouvoir discuter, de faire discuter cliniciens, chercheurs, enjeux pédagogiques autour de l'IA, et donc de développer aussi des programmes autour de ça, ou d'encourager certains grants autour de l'IA et de la santé, et de manière pluridisciplinaire, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place entre, par exemple, sciences humaines, technologie et médecine. Et donc, il y a des enjeux à différents niveaux, tout en considérant, bien sûr, que le professionnel de santé, comme le disent ces auteurs, ne sont pas à l'arrière du véhicule, mais devraient être sur le siège du conducteur. Bon, qui peut être une phrase plus ou moins critiquable. D'ailleurs, cet article est d'ailleurs lui aussi plus ou moins critiquable. Il propose quelques concepts non structurés. Pour finir et résumer, on pourrait dire que professionnels de santé, ils devraient être formés à des défis qui sont interdisciplinaires autour des relations entre santé et IA. Il existe une diversité, une volatilité, une instabilité des connaissances requises en IA, et donc il faut des bases théoriques et méthodologiques solides et robustes. Et donc on propose ici de développer 4 compétences conceptuelles qui permettent de structurer cette pédagogie autour de l'IA, questions, outils, discours conceptuels, et puis associé à une certaine humilité qui est nécessaire, et compétences conceptuelles qui permettent donc de structurer un savoir et un savoir-faire, et soutenir les programmes pédagogiques. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe, merci pour ce super exposé. Alors je vous rappelle du coup que vous pouvez poser des questions dans le chat, pour l'instant il n'y en a pas, mais n'hésitez pas. Donc je vais commencer.
En introduction, tu disais qu'il y avait une différence entre les statistiques et l'IA, c'est que les statistiques, on peut très bien faire de la médecine sans s'en occuper, alors que l'IA, ça va plus être possible. Et je suis pas sûr de te suivre complètement. Ah, ça a coupé. Nous avons perdu Monsieur Sujobert. Ah oui, alors c'est pas C'est moi. un Du coup, petit ok. bug technique. Il devrait pas tarder à revenir. La connexion va se refaire automatiquement. Ok, ok. Et ben après, bon, j'attends peut-être qu'il se remette pour essayer de répondre, mais qu'il entende la réponse. Je sais pas si tu nous entends, Pierre. Bon, en tout cas, si je comprends bien sa question, qui développera peut-être un peu plus, c'est de savoir si soit les statistiques ne sont pas si visibles, soit l'IA pourrait être invisible. À mon avis, la question est plus autour de... Ah, Pierre est parti. Bon, je vais quand même attendre, ça me permet de réfléchir aussi à la réponse. Mais bon, très clairement, je ne sais pas ceux qui sont là hein, en participant, mais c'est vrai que c'est très... Bon, c'était artisanal hein, cette proposition, parce que statistiques ne sont pas présentes. En même temps, si on veut les voir, on les voit. Et IA n'est pas présente, on pourrait ne pas la voir au quotidien quand on manie un logiciel de traitement d'information du patient ou autre. Hein. Bon, je vais attendre un petit peu qu'ils reviennent avant de répondre plus précisément. J'ai peur qu'il ait un gros souci de connexion Ah oui. Internet. Ouais, c'est l'instabilité du réseau classique, malheureusement. Ça arrive parfois. D'accord, d'accord. Ah, le voilà. On t'entend pas. Ah, super. Ça y est, ça arrive. C'est bon, Monsieur Sujobert, vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Ok, c'est bon. Et je suis désolé, donc problème de connexion Internet à l'hôpital. Donc merci mon téléphone portable de fournir du réseau. Donc ma question, c'était à propos de ton assertion ou ton point de départ sur la différence entre les stats et l'IA dans le quotidien du clinicien. Et du coup, il me semble que l'IA, c'est peut-être la bonne occasion justement pour remettre de la formation continue aux stats et aux outils qu'on devrait maîtriser toute notre vie en tant que soignant. Oui, oui, ah ben, parfaitement d'accord que. De toute façon, en insistant sur le fait que l'IA est en continuité avec les statistiques, très clairement, on ne peut pas parler d'IA sans connaître les statistiques. Et de la même manière, on pourrait dire qu'on ne peut pas faire statistique sans connaître des bases de mathématiques. Après, il y a un moment aussi où on ne peut pas tout faire. Et je pense, la question, elle est pas si évidente parce qu'un chercheur en sciences humaines pourrait ne vraiment pas connaître les statistiques et s'en sortir. Après, ça, c'est ce que proposent les chercheurs en sciences humaines. Ils vont pas se former aux statistiques. Moi, je suis un peu sceptique sur ça, en effet. Je pense qu'un chercheur en sciences humaines qui commence à parler d'inférence dans certains modèles sans avoir vu comment fonctionne le modèle au moins une fois, ça fait toujours des discussions un peu floues. Donc, moi, je suis complètement d'accord sur le fait que des minimes bases de statistiques ou et des minimes bases de code, avoir juste vu comment marche un réseau de neurones, c'est quelques lignes hein, maintenant, si on ne va pas rentrer dans les librairies, etc. En fait, ça facilite aussi déjà une compréhension, il y a une visualisation de phénomènes, même quand on est en sciences humaines ou en éthique. Donc oui, oui, je suis assez partant. Et donc pour le clinicien, a fortiori, oui, je pense qu'il y aurait des bases et de code et de stats qui sont à maîtriser. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre autour de ce domaine et en général en médecine qu'il va falloir aussi choisir lesquels sont motivés, enfin quels professionnels de santé sont motivés, d'où l'enjeu de ces programmes pédagogiques en fait. J'ai pas accès au chat, donc Olivier, je vous demanderai éventuellement de me dire s'il y a quelque chose. Oui, bien sûr.
Une autre question beaucoup plus intéressée, du coup, Christophe, à partir de ce que tu élabores dans ce programme, quel conseil tu nous donnerais pour ces mardis de la CIA? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait plus insister? Est-ce qu'on devrait, à ton avis, faire des formations plus pratiques au code ou à des choses comme ça? Est-ce que... Pas évident, hein, parce que du coup, moi, je propose vraiment un cadre comme le ferait justement un chercheur en pédagogie, mais j'ai pas l'expérience aussi de l'expérience que peut avoir plusieurs années de pratique en pédagogie. Donc, c'est toujours délicat aussi de proposer des cadres pédagogiques alors qu'on n'a pas énormément pratiqué. Donc, je serais très prudent avant de proposer quelque chose. Après, ces mardis-là, c'est quand même assez bien fait en termes de propulsion des savoirs parce que on peut revisualiser les vidéos, on peut choisir quand on vient. Moi, C'est la bonne réponse, hein. je pense que... Je te taquine. Ok. Mais non, non, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais après, par exemple, si je devais créer un programme ou un MOOC ou je ne sais pas, est-ce que faire des exercices pratiques au centre de ce programme serait nécessaire? Même là, je ne sais pas. Parce que par exemple, j'ai déjà fait des MOOC où il fallait uniquement répondre à des choses. Ils se sont voulus très pratiques et tout ça. Et en fait, quand on va voir un MOOC ou en fonction de ce qu'on attend, on n'a pas envie d'être actif des fois. C'est pas évident à comprendre, mais moi, par exemple, si je veux voir un MOOC, c'est justement en toile de fond, j'écoute ça et j'ai pas envie de m'arrêter, sortir mon téléphone, appuyer sur des boutons. Donc, je pense que la réponse, elle n'est pas si simple et tout ne tourne pas autour de l'interaction, alors là, du discours conceptuel, par exemple, parler des concepts, tout ça, tout ne tourne pas autour de ça non plus. Et dernière question, est-ce que toi, dans ta pratique donc de soignant, tu utilises de l'IA et est-ce que dans ta pratique de chef de clinique avec tes externes, tes internes, tu mets en œuvre un peu une formation à l'IA et tout ça? Et si oui, est-ce que tu utilises justement les concepts que tu nous as présentés ou est-ce qu'en pratique, ça se fait beaucoup plus comme d'habitude en poussant le chariot et en discutant à la machine à café? Oui, alors moi en psychiatrie et à fortiori en pédopsychiatrie, on est un très bon exemple de spécialité médicale où il y a plein de promesses de reconnaissance vocale. Il y a un projet, là encore à notre congrès, il présentait un projet de reconnaissance visuelle, comme si on allait trouver des biomarqueurs enfin des marqueurs plus précis avec les mouvements du visage que ne le fait le clinicien. Il y a quand même le traitement automatique du langage qui pourrait être intéressant, mais en fait, tout ça, ça reste du domaine de la recherche. Donc moi, ça m'intéresse énormément sur le plan de la recherche. Notamment, par exemple, voilà, en traitement automatique du langage, il y a des choses à faire. Par contre, en pratique clinique, on ne le voit pas, là, c'est pas explicite, on ne le voit pas. Après, où ça m'a aidé, c'est finalement, vu que nous, toute notre pratique est basée autour du raisonnement clinique, comment on va essayer de démêler des pistes chez quelqu'un qui nous présente, autour d'une narration qui nous présente son histoire. Donc, tout l'enjeu de la psychiatrie, c'est de savoir comment on se repère dans un dédale de mots, de termes. Donc, finalement, on fait du traitement automatique du langage, bon, ça, on s'en doute. Mais en fait, de comprendre comment marche l'IA permet aussi de mieux expliquer comment marche le clinicien. Oui. Donc c'est pas si intuitif, il faudrait vraiment le développer, mais si on demande à un clinicien comment tu raisonnes, comment tu réfléchis, et qu'est-ce qui te permet d'arriver, de prendre ces décisions cliniques, c'est pas évident. Quand on va voir en IA comment c'est détaillé, et parce que les étapes sont très très bien détaillées, ça permet d'expliciter un petit peu mieux, d'éclairer en tout cas le raisonnement clinique. Ça, à la limite, ça m'a plus aidé, c'est-à-dire de détailler toutes les étapes de l'IA pour faire de l'IA, ça permet aussi d'expliquer un petit peu le raisonnement clinique. D'accord. Ou au moins de se dire que c'est une question pertinente de se demander comment on raisonne, quoi. Bah oui, rien que ça, Ouais. oui. Ok, ok. Eh ben, écoute, Christophe, merci beaucoup encore une fois pour cette super conférence. Merci à tous d'avoir assisté ou de revisionner du coup sur la chaîne des HCL. Et donc, rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera début janvier. Bonne fête d'ici là à tous et puis à bientôt. Au revoir.